Mes beaux-parents ont changé les serrures alors que mon fils de 7 ans et moi étions partis faire des courses. Ils ont laissé nos affaires sur la pelouse avec une panneau disant « Les profiteurs ne sont pas les bienvenus ». 5 jours plus tard, la police est arrivée avec un avis d'expulsion parce que la maison était en fait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'aimerais que vous imaginiez une scène pour moi. Imaginez que vous rentrez chez vous, dans l'allée de l'endroit que vous appelez votre maison depuis près d'1 an. Votre fils de 7 ans est sur la banquette arrière, tapant des pieds contre le siège et fredonnant la chanson de son dessin animé préféré. Vous avez des sacs de courses dans le coffre, du lait, du pain, ses céréales préférées qui étaient en promotion. C'est un samedi après-midi normal, le genre d'après-midi qui ne devrait pas changer votre vie. Mais c'est là que vous le voyez. Au début, mon cerveau n'arrivait pas à donner un sens à ce que mes yeux voyaient. Il y avait des choses sur la pelouse, des vêtements, des meubles, des cartons. On aurait dit que quelqu'un déménageait, sauf que personne ne m'avait parlé d'un quelconque déménagement. J'ai ralenti la voiture jusqu'au pas, et c'est là que j'ai reconnu mes propres affaires éparpillées sur l'herbe comme des débris après une tornade. Ma robe de mariée était drapée sur une poubelle au bout de l'allée. La robe que je portais quand j'ai épousé Neil il y a 8 ans. La robe que j'avais conservée dans une boîte au fond du placard. La robe que j'imaginais montrer un jour à ma future belle-fille. Elle pendait là comme un chiffon, l'ourlet traînant dans la boue. Le vélo de Corbin gisait dans la rue. Pas dans l'allée, dans la rue. Comme si quelqu'un l'avait jeté là en espérant qu'une voiture l'écrase. J'ai garé la voiture et je suis resté assise là, incapable de bouger. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures en étaient devenues blanches. J'entendais les battements de mon cœur résonner dans mes oreilles. « Maman, pourquoi mon vélo est dehors ?» La voix de Corbin a brisé ma paralysie. J'ai regardé dans le rétroviseur mon fils, son petit visage confus pressé contre la vitre, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Je n'avais pas de réponse pour lui. Je n'avais pas de réponse pour moi-même. Je suis sorti de la voiture sur des jambes qui me semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. La scène était pire de près. Bien pire. Des albums photos gisaient ouverts dans l'herbe, les pages s'agitant dans la brise. Nos photos de famille, Neil et moi en lune de miel, Corbin nouveau-né, son premier anniversaire, son premier jour de maternelle. Tout cela exposé aux éléments comme si ça ne signifiait rien. Ma boîte à bijoux avait été vidée près des marches d'entrée. Je pouvais voir les boucles d'oreilles de ma grand-mère briller au soleil, emmêlées avec des bijoux fantaisie bon marché. Il y avait des vêtements partout. Ma blouse de travail de la clinique vétérinaire. Les petits t-shirts et pantalons de Corbin, les manteaux d'hiver, les robes d'été, tout ce que nous possédions, jeté dehors comme des ordures attendant le ramassage. Et puis j'ai vu le panneau. Il était en bois, peint à la main, planté dans le sol en plein centre de la pelouse où tous les passants pouvaient le voir. Les lettres étaient rouge vif, soignées et délibérées. Quelqu'un avait pris son temps pour faire ce panneau. Quelqu'un avait planifié cela. Profiteurs indésirables. J'ai lu ces mots 3 fois avant qu'ils ne fassent sens. Profiteurs. C'est ainsi qu'il nous appelait. C'est ce qu'il disait à tout le quartier que nous étions. Ma belle-mère, Doreen, avait fait ça. Je le savais avant même de voir son visage. Je le sentais au plus profond de moi. La porte d'entrée s'est ouverte et elle était là. Doreen Bernie, 63 ans, debout dans l'embrasure de la porte de la maison où je vivais depuis 11 mois. Elle portait des gants de jardinage et affichait une expression agréable, comme si elle venait de finir de planter des pétunias au lieu de détruire ma vie. « Oh, a-t-elle dit. J'espérais que tu trouverais un autre endroit où aller avant que nous ayons à avoir cette conversation. » Je ne pouvais pas parler. Les mots étaient coincés quelque part entre ma poitrine et ma gorge, bloqués par le choc, la rage et quelque chose qui ressemblait à un nouveau deuil. Corbin a couru devant moi avant que je puisse l'arrêter. Il a saisi son chien en peluche sur l'herbe mouillée, une petite chose élimée avec laquelle il dormait depuis ses 2 ans. Il l'a serré contre sa poitrine et a commencé à pleurer. Le bruit des sanglots de mon fils a finalement débloqué ma voix. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» ai-je demandé. « Doreen. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle a souri. C'était un sourire froid, le genre qui n'atteint pas les yeux. Le genre que j'avais entrevu au fil des ans, mais pour lequel j'avais toujours trouvé des excuses. « J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des mois, » a-t-elle dit. « Vous avez profité de notre générosité assez longtemps. Je veux faire une pause ici parce que j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. J'avais payé à cette femme 1 200 $ chaque mois pour vivre dans cette maison. En espèces, parce qu'elle y tenait.
J'avais fait des doubles gardes à la clinique vétérinaire pour m'assurer de ne jamais manquer un paiement. J'avais cuisiné, nettoyé les espaces communs, suivi chaque règle ridicule qu'elle fixait. Je m'étais plié en quatre pour être une bonne invitée dans sa maison, et elle me traitait de profiteuse. Mais voici la partie de l'histoire à laquelle vous ne vous attendez pas. Voici la partie qui a tout changé. 5 jours après que Doreen eut jeté mes affaires sur la pelouse et m'eut traité de parasite devant tout le quartier, la police est revenue dans cette maison. Mais ils n'étaient pas là pour moi. Ils n'étaient pas là pour m'emmener de force ou m'inculper pour violation de propriété ou l'une des choses dont Doreen m'avait menacé. Ils étaient là pour elle. Parce que cette maison, la maison dont Doreen se servait pour me dominer depuis près d'1 an, la maison qu'elle prétendait être la sienne, la maison sur laquelle elle percevait un loyer, imposait des règles et dont elle avait fini par me jeter, cette maison n'avait jamais été la sienne. C'était la mienne. Elle m'appartenait depuis le jour où mon mari, Neil, était mort. Et Doreen le savait depuis le début. Je m'appelle Tessa Bernie. J'ai 33 ans et il y a 11 mois, j'ai perdu mon mari dans un accident de voiture qui a brisé mon monde entier. Dans mon chagrin, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai laissé mes beaux-parents me convaincre que j'étais impuissante. J'ai cédé le contrôle de ma vie parce que j'étais trop brisée pour me battre pour moi-même. Ceci est l'histoire de la façon dont j'ai découvert la vérité. L'histoire de la façon dont j'ai découvert que les gens qui me traitaient de profiteuse étaient les vrais profiteurs depuis le début. Et l'histoire de la façon dont j'ai repris tout ce qu'ils ont essayé de me voler, y compris ma dignité. Cela commence avec ce panneau sur la pelouse. Mais cela finit quelque part de très différent. Pour comprendre comment je me suis retrouvé sur cette pelouse, regardant ma vie éparpillée sur l'herbe, je dois vous ramener 11 mois en arrière, au pire jour de ma vie, qui jusqu'à récemment, je pensais être le seul pire jour que j'aurais jamais. Mon mari Neil est parti travailler par une froide matinée de février. De la neige était prévue, mais rien d'inhabituel pour l'Ohio en hiver. Il m'a embrassé pour me dire au revoir dans la cuisine pendant que je préparais le déjeuner de Corbin pour l'école. Il a ébouriffé les cheveux de notre fils et a promis de rapporter une pizza pour le dîner. Pepperoni et double fromage, a dit Corbin. Pepperoni et double fromage, a répété Neil. C'est noté, bonhomme. Ce furent les derniers mots que je l'ai entendu dire. L'appel est arrivé 4 heures plus tard. Un semi-remorque s'était mis en portefeuille sur l'autoroute lors d'un voile blanc soudain. La voiture de Neil a été prise dans le carambolage. Ils m'ont dit qu'il était mort sur le coup, ce qui, je pense, était censé être un réconfort. Ce ne l'était pas. Les semaines après les funérailles existent dans ma mémoire comme les fragments d'un miroir brisé. Je me souviens des visages au service, mais pas des noms. Je me souviens des ragoûts apparaissant dans mon réfrigérateur, mais pas de qui les a apportés. Je me souviens de Corbin me demandant quand papa rentrait à la maison, et je me souviens de ne pas avoir les mots pour expliquer que papa ne rentrerait plus jamais. J'ai pris congé de mon travail à la clinique vétérinaire. J'ai arrêté de faire mes nuits. Je me réveillais à 3 heures du matin, cherchant le côté du lit de Neil, et le vide à cet endroit me coupait le souffle à chaque fois. Neil s'était toujours occupé de nos finances. L'hypothèque, les factures, l'assurance, tout. Il disait qu'il ne voulait pas que je m'inquiète pour l'argent. Il voulait prendre soin de nous. Je lui avais fait totalement confiance, et je n'avais jamais remis en question cet arrangement. Mais maintenant il était parti, et je me noyais dans la paperasse que je ne comprenais pas, écrite dans un langage qui n'avait aucun sens pour moi. 6 semaines après les funérailles, ma belle-mère, Doreen, s'est présentée à mon appartement avec un plat cuisiné et une proposition. « Ma chérie, tu ne peux pas continuer comme ça », a-t-elle dit, s'installant sur mon canapé comme s'il lui appartenait. « Tu fonctionnes à peine. Neil serait dévasté de te voir ainsi. » Je ne l'ai pas contredite. Je ne pouvais pas. Elle avait raison. « Viens vivre avec nous », a-t-elle poursuivi. « Nous avons beaucoup de place. Vance et moi aimerions avoir Corbin près de nous. Ce serait bon pour lui d'être près de sa famille pendant cette période difficile. » J'ai hésité. Ma relation avec Doreen n'avait jamais été chaleureuse. Elle avait fait des commentaires au fil des ans sur ma cuisine, mon ménage, mon choix de carrière, mon éducation, de petites piques enveloppées de doux sourires. Mais je m'étais toujours dit qu'elle avait de bonnes intentions. Qu'elle était juste vieux jeu. Qu'elle avait simplement des standards élevés. Et j'étais épuisé. L'appartement contenait trop de souvenirs. La tasse à café de Neil était toujours près de l'évier, son manteau toujours accroché à la porte. Chaque recoin de cet endroit me rappelait ce que j'avais perdu. Alors, j'ai dit oui. J'ai vendu la plupart de nos meubles et j'ai emménagé dans la chambre à l'étage de la maison familiale des Bernie avec Corbin. C'était censé être temporaire.
Quelques mois pour me remettre sur pied, une chance d'économiser de l'argent et de déterminer mes prochaines étapes. J'ai insisté pour payer un loyer dès le premier mois. Doreen a protesté au début, mais pas très fort. Eh bien, si cela te permet de te sentir mieux, a-t-elle dit, 1200 par mois semble juste, tu ne trouves pas? J'ai accepté. Je voulais contribuer. Je voulais sentir que je portais mon propre poids, pas que j'acceptais la charité. Doreen m'a demandé de payer en espèces. Elle a dit que c'était plus simple ainsi, moins de paperasse pour tout le monde. Je n'ai pas posé de questions. Je lui remettais une enveloppe avec 1200 $ le premier de chaque mois, et elle la rangeait sans compter. J'aurais dû demander des reçus. J'aurais dû insister pour avoir une trace écrite, mais j'étais en deuil, reconnaissante et naïve, et j'avais confiance dans le fait que la famille ne profiterait pas de la famille. Les premières semaines n'ont pas été terribles. Doreen préparait le dîner la plupart des soirs. Vance aidait Corbin avec un puzzle. Cela ressemblait presque à une guérison, mais lentement, les choses ont commencé à changer. Doreen a commencé à critiquer ma façon de charger le lave-vaisselle. Elle réorganisait mes courses dans le réfrigérateur parce que je les avais mises au mauvais endroit. Elle disait à Corbin qu'il était trop bruyant quand il jouait dans le jardin, alors il a complètement arrêté de jouer dehors. Neil n'aurait jamais laissé Corbin se comporter ainsi, disait-elle. Neil gardait toujours une maison plus ordonnée que ça, mentionnait-elle. Neil doit nous regarder du ciel en se demandant ce qui est arrivé à sa famille, soupirait-elle. Chaque commentaire était une petite coupure. Aucune assez profonde pour saigner, mais toutes laissant des marques. Ma tante Opal appelait chaque semaine pour prendre de mes nouvelles. C'était la sœur de ma mère, la femme qui m'avait élevé après la mort de mes parents quand j'avais 16 ans. Elle me connaissait mieux que quiconque. « Comment ça se passe avec les Bernie ?» demandait-elle. « Bien, lui disais-je. Ils ont juste leurs habitudes. Il y a quelque chose chez cette femme qui ne m'a jamais plu, Tessa. Sois prudente. » Je lui disais qu'elle s'inquiétait pour rien. Je lui disais que Doreen était inoffensive. J'avais tort. Le matin de l'expulsion a commencé comme n'importe quel autre samedi. Je me suis réveillé tôt, j'ai fait des crêpes à Corbin et planifié nos courses de la journée. Il y avait une épicerie à l'autre bout de la ville qui faisait une promotion sur ses céréales préférées, et je me suis dit qu'on en ferait une petite aventure. Peut-être s'arrêter pour une glace sur le chemin du retour. Doreen était dans la cuisine quand nous sommes descendus. Elle a à peine levé les yeux de son café. « Vous allez quelque part ?» a-t-elle demandé. « Juste faire des courses ?» ai-je dit. « Nous serons de retour dans quelques heures. » Elle a hoché la tête, les yeux fixés sur quelque chose par la fenêtre. « Prenez votre temps. » Avec le recul, j'aurais dû remarquer quelque chose d'étrange dans sa voix, une platitude qui n'était pas tout à fait normale. Mais j'étais concentré sur le fait de nourrir Corbin et de sortir. Je ne cherchais pas de signaux d'alarme. Nous sommes partis moins de 2 heures. Le trajet jusqu'au magasin a pris 30 minutes aller, et nous avons passé peut-être 45 minutes à faire les courses. Corbin m'a aidé à choisir des pommes et a débattu des mérites des différentes briques de jus. C'était une bonne matinée, une matinée normale. Puis nous avons tourné dans la rue des Bernie et la normalité a pris fin pour toujours. Je vous ai déjà raconté ce que j'ai vu. Les affaires éparpillées sur la pelouse, la robe de mariée sur la poubelle, le panneau avec ses lettres rouges haineuses. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est ce que j'ai ressenti en marchant à travers cette destruction, ramassant les morceaux de ma vie dans la boue. L'album de bébé de Corbin était ouvert près de la boîte aux lettres. Les pages étaient humides à cause des arroseurs automatiques. Des photos de ses premiers pas, de sa première dent, de son premier jour de maternelle, toutes gondolées et ruinées. Je les ramassais et les tenus contre ma poitrine comme si je pouvais le protéger des dégâts qui avaient déjà été faits. Les voisins regardaient depuis leurs porches et leurs allées. J'ai reconnu certains d'entre eux. Les Henderson, 2 portes plus bas. Le couple de retraités d'en face dont je n'arrivais jamais à me rappeler les noms. Ils fixaient tous le spectacle que Doreen avait créé, et pas un seul d'entre eux n'est venu m'aider. J'ai découvert plus tard que Doreen leur avait dit que j'étais expulsé pour l'avoir volé. Elle avait passé la matinée à répandre son poison avant même que je ne sache ce qui se passait. La confrontation à la porte d'entrée a été brève et brutale. Doreen se tenait là dans ses gants de jardinage, me regardant comme si j'étais une tâche qu'elle avait finalement réussi à nettoyer. « Vous avez profité de nous assez longtemps », a-t-elle dit. « Vivre ici gratuitement pendant que Vance et moi payons pour tout. Je vous ai payé 1200 $ chaque mois, ai-je dit. » Ma voix tremblait, mais j'ai forcé les mots à sortir. « Chaque mois, Doreen, en liquide, exactement comme vous l'avez demandé. »
Elle a incliné la tête et son expression a changé pour devenir presque apitoyée. Je ne sais pas de quoi tu parles, Tessa. Nous n'avons jamais reçu d'argent de ta part. Pas un seul dollar. Le mensonge était si audacieux, si absolu qu'il m'a coupé le souffle. Elle avait pris cet argent de mes mains. Elle l'avait compté devant moi certains mois, et maintenant elle se tenait là, niant que cela soit jamais arrivé. Je n'avais aucune preuve, aucun reçu, aucun relevé bancaire, juste ma parole contre la sienne. Vance est apparu derrière elle dans l'embrasure de la porte. Il regardait le sol, le mur, tout sauf moi. Il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il est juste resté là pendant que sa femme me mentait en face. Doreen, s'il vous plaît, ai-je dit, mon fils est juste là. Il regarde ça. Peut-on au moins en parler à l'intérieur comme des adultes? Elle a jeté un coup d'œil à Corbin, qui serrait son chien en peluche mouillée et pleurait silencieusement. Son expression n'a pas changé. Les enfants sont résilients, a-t-elle dit. Il s'adaptera. Maintenant, ramasse tes affaires et pars avant que j'appelle la police et que je te fasse expulser pour violation de propriété. Violation de propriété. Elle menaçait de me faire arrêter pour intrusion à l'endroit où j'avais payé pour vivre pendant près d'1 an. J'ai appelé tante Opale depuis la voiture. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-elle dit immédiatement. Elle savait toujours. Je lui ai tout raconté par phrases hachées. La pelouse, le panneau, le déni concernant le loyer, Corbin pleurant sur la banquette arrière. Reste où tu es, a dit Opale. Je pars tout de suite. 4 heures. Ne t'avise pas de laisser cette femme te voir pleurer. Nous avons chargé ce que nous pouvions sauver dans des sacs poubelles et dans le camion d'Opale quand elle est arrivée. Certaines choses étaient irrémédiablement ruinées. Les albums photos, plusieurs dessins de Corbin qui avaient été laissés sous la pluie, une courte pointe que ma mère avait faite avant de mourir. Cette nuit-là, dans une chambre de motel qui sentait la cigarette froide et le nettoyant industriel, je me suis allongé sur un matelas bosselé avec mon fils blotti contre moi. Il avait finalement cessé de pleurer, mais il ne voulait pas lâcher ma main. Maman, a-t-il chuchoté dans le noir. Est-ce que papy et mamie sont aussi fâchés contre papa au paradis? Je l'ai serré plus fort et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Je n'avais pas de réponse. Je n'avais rien d'autre que mon fils, ma tante et des sacs poubelles remplis d'affaires abîmées. Mais j'avais aussi autre chose. Quelque chose qui commençait tout juste à s'allumer dans ma poitrine sous tout le choc et le chagrin. J'avais de la colère. Et la colère, j'allais bientôt le découvrir, était exactement ce dont j'avais besoin. 3 jours après l'expulsion, j'étais assise à une petite table dans la chambre de motel de tante Opale pendant que Corbin dormait sur le lit derrière nous. Nous avions quitté le premier motel pour un moins cher plus proche de chez Opale, essayant d'étirer notre argent pendant que je cherchais la suite. Je ressemblais à une épave. Je n'avais pas dormi plus de quelques heures depuis samedi. Mes yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, et j'avais à peine mangé. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce panneau. Profiteurs indésirables. Les mots tournaient en boucle dans ma tête comme une chanson à laquelle je ne pouvais échapper. Opale était assise en face de moi avec une tasse de café de station-service et un bloc-notes jaune couvert de son écriture. Elle faisait des listes et prenait des notes depuis son arrivée, ses anciens réflexes de greffière se mettant en marche. Il y a quelque chose qui ne colle pas, a-t-elle dit pour la 3e fois ce soir-là. Tessa, réfléchis bien. Est-ce que Neil a déjà parlé de cette maison, de la façon dont ses parents sont venus y vivre? J'ai massé mes tempes, essayant de percer le brouillard de l'épuisement. Il a mentionné que sa grand-mère avait laissé un peu d'argent quand elle est décédée. C'était environ 2 ans avant sa mort. Il a dit que ça les avait aidés à s'installer. Opale s'est penché en avant. S'installer comment? A-t-il dit qu'ils avaient acheté la maison avec? A-t-il dit qu'ils avaient emménagé? Je ne me souviens pas exactement. Neil n'aimait pas parler d'argent avec moi. Il disait que ça me stressait. Opale a tapoté son stylo contre le bloc-notes. Je me souviens de quelque chose des funérailles. Les funérailles de la grand-mère de ton mari. Je veux dire, Neil m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Il a dit qu'il était soulagé parce que maintenant il pouvait enfin s'occuper des choses correctement. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne savais pas à l'époque, mais à la façon dont il l'a dit, il avait l'air fier, comme s'il avait accompli quelque chose d'important. Elle a fait une pause. Tessa, et si Neil avait acheté cette maison? Et si ce n'était pas du tout la maison de ses parents? L'idée semblait impossible. Neil m'aurait dit s'il avait acheté une maison. Nous étions mariés. Nous partagions tout.
Ou du moins, je le pensais. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont il gérait les finances, comment il m'avait tenu à l'écart des factures et de la paperasse. Comment il avait toujours dit qu'il voulait me protéger des soucis. Même si c'était vrai, ai-je dit lentement. Comment le saurions-nous? Je n'ai aucun de ces documents financiers. Ses parents ont tout géré après sa mort. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient des affaires de succession puisque je n'étais pas en état de le faire. Les yeux d'Opale se sont plissés. Et tu les as laissés faire. Je pouvais à peine sortir du lit, Opale. Je n'arrivais même pas à nourrir mon fils correctement. Je ne pensais pas aux successions et à la paperasse. Elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Je ne te blâme pas, ma chérie. J'essaie juste de comprendre combien de contrôle ils avaient et ce qu'ils ont pu te cacher. Le lendemain matin, Opale a passé des appels pendant que j'emmenais Corbin dans un parc voisin. Elle avait encore des contacts de ses années au palais de justice, des gens qui savaient comment trouver des dossiers et tracer la propriété immobilière. Au moment où nous sommes rentrés au motel, elle avait un nom écrit sur son bloc-notes. Kirby Anselme, a-t-elle dit, avocat spécialisé en litiges de succession et fraude immobilière. J'ai travaillé avec lui sur quelques affaires à l'époque. Il a accepté de nous rencontrer demain. Le bureau de Kirby se trouvait dans un petit bâtiment en briques au centre-ville, coincé entre un préparateur d'impôts et un pressing. La salle d'attente sentait le vieux papier et le café qui étaient restés trop longtemps sur une plaque chauffante. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir craquelé, les mains jointes sur mes genoux, essayant de ne pas me sentir moi-même comme une fraudeuse. Kirby était un grand homme approchant la cinquantaine, aux cheveux grisonnants et aux lunettes qu'il ne cessait de remonter sur son nez. Son bureau était enseveli sous des piles de dossiers et de documents, mais il s'y déplaçait avec l'aisance de quelqu'un qui savait exactement où tout se trouvait. « Racontez-moi tout », a-t-il dit. « Commencez par le décès de votre mari. » Je lui ai parlé de la mort de Neil, de l'offre de Doreen d'emménager, des paiements en espèces et de l'absence de reçu, de l'expulsion, du panneau et des mensonges sur le fait de n'avoir jamais reçu de loyer. Kirby a écouté sans m'interrompre, griffonnant occasionnellement des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai fini, il s'est adossé à son fauteuil et m'a étudié pendant un long moment. « Madame Bernie, votre mari a-t-il déjà mentionné l'achat d'un bien immobilier? N'importe quelle propriété? Non, mais ma tante pense qu'il aurait pu acheter la maison dans laquelle vivent ses parents. » Kirby a hoché la tête lentement. « Laissez-moi sortir quelques dossiers. Acte notarié du comté, dépôt d'hypothèque, document d'homologation. Si votre mari possédait cette propriété, il y aura une trace écrite. » Il s'est levé et m'a serré la main. « Donnez-moi 48 heures. Je vous appellerai quand je trouverai quelque chose. » Ces 2 jours ont été les plus longs de ma vie. Je sursautais chaque fois que mon téléphone vibrait. Je dormais à peine. Corbin me demandait pourquoi je continuais à fixer le vide, et je ne savais pas comment expliquer que j'attendais de savoir si toute ma vie n'avait été qu'un mensonge. Le matin du 4e jour, Kirby a appelé. « Madame Bernie ?» a-t-il dit, et quelque chose dans sa voix a fait s'arrêter mon cœur. « J'ai besoin que vous veniez à mon bureau immédiatement. Amenez votre tante. Vous allez vouloir vous asseoir pour ça. » Tante Opale et moi sommes arrivés au bureau de Kirby dans l'heure. J'avais l'estomac noué pendant tout le trajet. Je n'arrêtais pas de me dire de ne pas me faire de faux espoirs, que ce qu'il avait trouvé ne changerait peut-être rien, mais l'urgence dans sa voix avait planté une graine de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. L'espoir. Kirby nous a retrouvés dans le hall et nous a conduits à son bureau. Il y avait des documents étalés sur son bureau, plus que je n'en avais vu lors de notre première visite. Il nous a fait signe de nous asseoir, puis a fermé la porte derrière nous. « Avant de vous montrer ce que j'ai trouvé, je dois vous poser une question, » a-t-il dit. « Vos beaux-parents vous ont-ils déjà remis des papiers après la mort de votre mari? Tout ce qui concerne ses actifs, ses comptes ou la succession? » J'ai secoué la tête. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient de tout. Doreen m'a dit que Neil n'avait pas grand-chose de toute façon, juste quelques économies qui sont allées dans les frais funéraires. Kirby a expiré lentement. « Madame Bernie, votre belle-mère vous a menti sur tout. » Il a fait glisser un document sur le bureau vers moi. C'était un titre de propriété dense, avec un langage juridique que je ne comprenais pas entièrement, mais j'ai compris le nom imprimé clairement au milieu de la page. Neil Andrew Bernie. Votre mari a acheté cette maison il y a 3 ans, a dit Kirby. Il l'a payée comptant en utilisant un héritage de sa grand-mère plus des économies qu'il avait accumulées sur plusieurs années. Il n'y a pas d'hypothèque, pas de privilège. Il la possédait libre de toute charge.
J'ai fixé l'acte, lisant le nom de Neil encore et encore comme s'il allait disparaître si je clignais des yeux. Ce n'est pas possible, ai-je chuchoté. Il ne me l'a jamais dit. D'après ce que j'ai découvert, je crois que votre mari avait l'intention de vous surprendre, a déclaré Kirby. J'ai trouvé une correspondance entre Neil et l'avocat chargé de la succession de sa grand-mère. Neil a spécifiquement demandé que ses parents ne soient pas informés des détails de son héritage. Apparemment, sa grand-mère avait des inquiétudes concernant Doreen et a inclus une clause dans son testament stipulant que son argent devait profiter à Neil et à sa future famille, et non à ses parents. Opal s'est penché en avant. Donc Neil a acheté la maison et a laissé ses parents y vivre. Par gentillesse, oui. L'acte désigne Neil comme unique propriétaire. Ses parents avaient la permission d'y résider, mais ils n'avaient aucun droit légal sur la propriété. Kirby a fait une pause. Et c'est là que ça devient intéressant. Selon la loi de l'Ohio, lorsqu'une personne décède sans testament spécifiant le contraire, ses biens passent directement à son conjoint survivant. Madame Bernie, vous êtes la propriétaire légale de cette maison depuis le jour où votre mari est mort. La pièce a semblé tanguer autour de moi. J'ai agrippé les accoudoirs de ma chaise, essayant de m'ancrer à quelque chose de solide. 11 mois, ai-je dit. Je possède cette maison depuis 11 mois, et il savait. Il devait savoir. Kirby a hoché la tête sombrement. Ils ont été notifiés par le tribunal des successions. J'ai des documents montrant que Doreen Bernie a signé un accusé de réception des procédures de succession. Elle savait exactement à qui appartenait cette propriété lorsqu'elle vous a invité à emménager. Elle le savait quand elle percevait votre loyer, et elle le savait quand elle a changé les serrures et vous a jeté dehors. Opal a émis un son entre le halètement et le grognement. Cette femme a perçu un loyer sur une maison qu'elle ne possédait pas, une maison qui appartenait à sa propre belle-fille. Ce qui constitue une fraude, a déclaré Kirby, ainsi qu'une expulsion illégale du propriétaire légitime et un vol potentiel d'actifs de la succession. J'ai déjà contacté le bureau du procureur du comté. Ils sont très intéressés à parler au Bernie. Le lendemain matin marquait le 5e jour. Je me tenais sur le trottoir en face de la maison avec Kirby et Opal, regardant une voiture de police entrer dans l'allée. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Un officier a frappé à la porte d'entrée. Quelques secondes ont passé. Puis Doreen est apparue, son expression passant de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. La peur. Madame Bernie, nous avons besoin que vous sortiez, a dit l'officier. Nous avons des questions concernant la perception frauduleuse de loyer et l'expulsion illégale du propriétaire. Les yeux de Doreen m'ont trouvé de l'autre côté de la pelouse. Pendant un moment, aucune de nous n'a bougé. Puis son calme s'est fissuré. C'est absurde, a-t-elle dit, la voix s'élevant. Cette femme n'a aucun droit sur cette maison. C'est une menteuse et une voleuse. Elle manipule ma famille depuis le jour où elle a épousé mon fils. L'officier est resté impassible. Madame, nous avons des documents montrant que votre belle-fille est la propriétaire légale de ce bien. Vous allez devoir nous suivre. Vance est apparu dans l'encadrement de la porte derrière elle. Il semblait petit et vaincu.